Bonjour, bienvenue devant le collège de l'Arcom. Cette audition se tient, vous le savez, dans le cadre de l'appel aux candidatures que l'autorité a lancé le 28 février dernier pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre. Un appel qui est lancé dans la perspective de l'échéance en 2025 des autorisations qui sont actuellement accordées à 15 services. Donc nous auditionnons à présent CMI France pour son projet Réel TV. Comme vous le savez, conformément à notre délibération du 29 mai, cette audition durera 1h30, 30 minutes maximum de présentation par le candidat, suivi d'un temps d'échange avec le collège. Je vous rappelle que, conformément à la jurisprudence et au texte de notre appel aux candidatures, le candidat ne peut pas apporter de modifications substantielles au dossier qu'il nous a adressé au titre de sa candidature, que les membres du collège ont bien évidemment par devers eux et qui ont été analysés par les services. Mais vous avez par contre tout à fait la possibilité, on vous y invite même, à préciser, notamment à travers des engagements, ce projet, engagements qui pourront être, le cas échéant, repris dans la convention qui liera le régulateur à l'éditeur qui sera retenu au terme de cette procédure. Voilà, je vous indique enfin que l'audition est publique, qu'elle est retransmise sur le site de l'Arcom et sur nos réseaux. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs les conseillères et les conseillers. Lorsque nous avons conçu il y a quelques mois ce projet de chaîne, nous étions à 100 lieues d'imaginer ce que serait la situation troublée de notre pays. En revanche, nous avions parfaitement conscience des forces négatives, et je dirais même nihilistes, qui le travaillent et dont la télévision est à la fois l'écho et parfois l'amplificateur, puisqu'elle exerce une magistrature morale comme l'instituteur au XIXe siècle et le curé avant lui. Ça n'est pas moi qui dis ça, c'est Régis Debray. Et c'est même cette situation qui nous a motivés, qui a conduit à ce que nous proposions ce projet. Nous sommes désormais CMI plus Editis, puisque nous avons le même actionnaire et que je préside les deux groupes, un des groupes qui compte dans le paysage de la production des contenus en France, 1 milliard de chiffre d'affaires, 18 magazines comme Elle ou Version Femina, Télé 7 jours, j'espère bientôt un quotidien, L'Opinion, des plateformes numériques de vidéos comme Loopsider, des plateformes numériques d'audio qui font des podcasts comme Louis Média, et des plateformes qui digitalisent le débat public, notamment autour des questions de l'environnement, comme Uzbek Erika. C'est aussi 50 maisons d'édition, c'est le deuxième groupe d'édition en France, 50 maisons d'édition de littérature générale, comme Julliard, Lafon. C'est le premier éditeur scolaire avec des marques comme Nathan, des livres de référence comme Larousse, l'édition aussi de bandes dessinées ou de mangas comme Kurokawa. C'est au total 500 journalistes, des milliers d'auteurs, des millions de lecteurs, d'abonnés, d'acheteurs à nos versions numériques ou papier. Notre actionnaire est un actionnaire solide, c'est un groupe qui a 20 ans d'existence, qui fait 40 milliards de chiffre d'affaires, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 4,5 milliards d'euros de résultats récurrents, de résultats opérationnels récurrents chaque année. C'est un groupe européen qui est présent dans la plupart des pays du vieux continent, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Tchéquie, en Slovaquie, en Italie. C'est un groupe qui est dirigé, qui est contrôlé par un jeune homme de 47 ans, Daniel Kretinsky, qui vous prie d'ailleurs de bien vouloir l'excuser. Il n'a pas pu être présent, il aurait aimé l'être, mais il n'a pas pu l'être. Et il a en revanche fait une vidéo pour vous que nous passerons en fin de séquence. C'est un homme qui est profondément francophile, qui est francophone même, et qui aime la France, mère des arts et des lois. Il considère que la France joue un rôle clé dans la formation de l'esprit public européen, et ça a été un facteur de motivation fort pour lui, pour ses choix d'investissement dans l'industrie des contenus dans notre pays. Et dans le domaine des médias, dans le domaine des contenus, il souhaite édifier un groupe qui incarne, un groupe différent qui incarne et qui promeuve la tolérance, le débat,
le pluralisme, la révérence pour la science et pour le progrès, la révérence pour la raison, bref, qui soit une plateforme de liberté. La télévision, si on a ce projet, la télévision est évidemment nécessaire dans l'offre complète multimédia d'un groupe de cette nature. Nous pensons, bien sûr, la télévision peut apporter beaucoup à notre groupe. Nous pensons, peut-être immodestement, que nous pouvons aussi apporter à la télévision par l'esprit différent qui nous anime. Et je vais laisser le soin à Raphaël Antoven, avec qui nous avons fait il y a 1 an, ainsi qu'avec Caroline Fourest, nous avons créé l'hebdomadaire Franc-Tireur, qui en 1 an est devenu le premier hebdomadaire d'information par ses ventes au numéro. Je vais laisser Raphaël, qui connaît l'audiovisuel, puisqu'il y exerce ses talents à la radio et à la télévision. Je vais lui laisser le soin d'exposer la philosophie de notre chaîne, puisque la philosophie, c'est son métier. Merci Denis. Oui, bonjour à tous, il faut parler de l'ambition démocratique de notre chaîne, c'est-à-dire l'esprit dans lequel elle a été conçue. Démocratique, ça veut dire engagé dans les débats de société, mais aussi avide de les éclairer. La démocratie est inséparable de l'engagement comme de la pédagogie, et notre pari, c'est que si elle respecte ces conditions liminaires, une chaîne de télévision peut être un formidable outil de liberté. En dépolarisant le débat, c'est-à-dire en permettant le débat, en remplaçant le combat par le débat, en substituant le dialogue à l'invective, en pariant sur le fait que des vérités qui s'opposent, sont parfois complémentaires, c'est notre optimisme. Parce que la démocratie est grande par la liberté qu'elle permet, mais elle s'amenuise à mesure que nous faisons mauvais usage de cette liberté. Chaque fois qu'un débat dégénère en combat, chaque fois qu'un argument involue en opinion, c'est la liberté collective qui diminue. C'est dire l'importance de notre projet. Enfin, la condition de possibilité de la démocratie, c'est d'avoir un terrain commun. Pour que les gens soient librement en désaccord, il faut qu'ils s'accordent sur l'essentiel, c'est-à-dire les principes et les faits. Alors les principes, on n'est pas allé les chercher très loin. Liberté, égalité et fraternité. Mais sur notre chaîne, nous avons l'ambition de les faire vivre, en faisant de la philosophie, en réfléchissant sur l'actualité, en produisant des formats inédits qui font droit aux interprétations, autant qu'aux concepts, et en créant des débats qui élèvent le débat. Quant aux faits, ils sont notre lieu commun. Si nous ne partageons pas les mêmes faits, nous ne parlons plus la même langue. C'est vous dire l'attention qu'on va porter à la question des fake news et aux dangers qu'elles font courir à la liberté, comme l'attention qu'on portera aux sciences et à leur diffusion dans un monde où l'égalité des droits est trop souvent confondue avec l'équivalence des compétences. C'est notamment la raison pour laquelle Réel TV prévoit une offre de documentaires scientifiques dans le détail de laquelle mes camarades vont entrer tout à l'heure. Face aux fake news et à la dégradation du débat, face au règne de l'opinion, les médias ont un rôle à jouer. Réel TV en fait sa vocation. Transmettre et célébrer. Être un intercesseur de qualité. Dire simplement les choses, mais sans les simplifier. Faire vivre la démocratie en préférant les arguments aux opinions. Augmenter le savoir tout en augmentant la curiosité. Ce sont nos credos, ce sont nos lignes de conduite. Merci Raphaël. Alors concrètement, comment ça va se traduire? Nous voulons faire une chaîne qui soit à la fois différente et populaire, qui soit positive et plaisante, qui soit pédagogique et amusante. Il y a dans la TNT aujourd'hui, en dehors du service public, 3 univers: l'information, la connaissance, le divertissement. Nous voulons être présents sur ces 3 univers avec une chaîne généraliste en 3D. Documentaire, débat et divertissement, et qui soit raisonnablement distrayante ou récréativement raisonnable. On va venir tout de suite dans les programmes, mais avant ça, si on peut passer la première vidéo, on a fait une toute petite bande-annonce, c'est l'heure de l'apéritif, une toute petite bande-annonce qui n'a pas de prétention, mais simplement pour donner un peu de respiration à notre présentation.
C'était la première et dernière fois que le client me posait une colle. Bonjour, c'est Zoé de Louis. Les générations futures comptent sur votre verdict. La question climatique, c'est avant tout une question de justice. Laissez Caroline Cochot présenter les programmes. J'ai connu Caroline quand elle dirigeait la société de Jamel Debbouze. J'étais à l'époque le directeur général de Canal+, fonction que j'ai exercée auprès de Pierre Lescure pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai fait appel à elle lorsque, dirigeant Lagardère Active, ce que j'ai fait pendant 9 ans, nous avions à l'époque une division de chaînes thématiques, une demi-douzaine de chaînes thématiques, et Caroline a dirigé Gulli, avec un grand succès. J'ajoute que la régie des chaînes thématiques de Lagardère Active à l'époque était dirigée par Camille Burnier, qui est l'actuelle patronne de la régie de CMI et qui nous a évidemment aidés dans la constitution de ce progrès. Je ne dis pas tout ça pour laisser à penser que c'est la reconstitution d'une ligue dissoute, mais simplement pour vous dire que nous avons fréquenté assidûment le monde de la télévision, de l'audiovisuel, et que nous y avons un réseau de connaissances auquel nous ferons appel évidemment pour y chercher les talents dont la chaîne aura besoin. Caroline, tu as la parole. Merci Denis. Bien sûr, Denis l'a dit, Ava va y insister. Pardonnez-moi, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Notre chaîne va bénéficier des ressources techniques, journalistiques, numériques, de promotion d'un grand groupe multimédia et d'édition qu'est CMI. Mais ce n'est pas la chaîne vitrine de ce groupe. C'est une chaîne de plein exercice, souveraine, dotée de son identité propre et qui surtout nous paraît répondre à la fois aux critères de différenciation. Elle apporte quelque chose qui n'existe pas ou pas assez dans le paysage actuel de la TNT, mais également aux critères de satisfaction, puisqu'elle va attirer un public qui n'est pas nécessairement toujours là aujourd'hui. Le projet éditorial s'articule autour de 3 axes. Une offre documentaire riche, large, de qualité, une émission quotidienne d'avant-première partie de soirée en direct pour mieux comprendre l'information et laisser la place au débat, et je laisserai Denis vous en parler tout à l'heure, une offre variée de programmes dédiés à la culture, à l'art de vivre, au divertissement, notamment en première partie de soirée et les week-ends. Donc, documentaire, débat, divertissement. Premier point, Réel TV est une chaîne de documentaires. C'est sa colonne vertébrale. Aujourd'hui, sur la TNT, il n'y a plus vraiment de chaîne documentaire populaire de qualité et c'est quelque chose qui manque. Pourtant, 95% des Français regardent des documentaires et 47% le font au moins une fois par semaine. Mais ils vont chercher une large partie de cette offre sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Nous envisageons de décrypter et de raconter le réel à travers 5 grandes thématiques. Société, histoire et géopolitique, sciences, culture, découverte. J'insiste sur ce point. Nous ne voulons pas nous spécialiser sur 1 ou 2 thématiques, mais balayer l'ensemble du réel autour de ces 5 grands sujets. Et on sait également qu'en ce domaine, la variété de sujets est porteuse en termes d'audience. Premier sujet, société. Éclairer un sujet de société, le confronter au réel, mettre en perspective les différents points de vue, par exemple, comprendre les enjeux éthiques, scientifiques, sociétaux de la fin de vie. Deuxième sujet, histoire et géopolitique, éclairer le présent à la lumière du passé, rendre leur complexité aux événements, par exemple les racines du conflit israélo-palestinien. Troisième sujet, science, décrypter les enjeux scientifiques de demain et pour exemple les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle qui bouleversent déjà notre quotidien. La culture est notre 4e sujet, promouvoir la création, découvrir le patrimoine de nos territoires, la culture, l'art et les artistes. 5e sujet, découverte, nourrir le regard d'autres perspectives,
d'autres points de vue, d'autres environnements. Nous ferons la part belle aux films d'expression originale française, mais aussi à une offre documentaire européenne qui est sous-exploitée sur la TNT. Cela nous permettra, aux côtés de réalisateurs confirmés comme Stéphane Meunier ou Mona Achache, d'ouvrir la grille à toute une génération de cinéastes qui sont nés avec un téléphone dans une main et une caméra dans l'autre. Nous souhaitons également faire la promotion des regards de femmes réalisatrices de documentaires qui, selon l'INA, ne sont encore que 32% sur les chaînes historiques. Alors à quelle heure et sous quelle forme ? Tout au long de la journée, tout au long de la semaine durant la journée et en rediffusion le week-end. Pardon. En journée avec des créneaux thématiques sur les 5 thèmes précédemment cités. En soirée, les mardis et vendredis, et ce sera suivi d'un débat pour animer la réflexion et l'interaction sur le thème du film. Le genre documentaire permet de s'adresser également à un public plus jeune. Les 19-24 ans sont 50% à visionner des documentaires. Nous leur proposerons tous les jours de la semaine à 18h30 une tranche de format documentaire court, en partenariat avec Loopsider, plateforme de vidéo qui touche aujourd'hui plus de 7 millions de Français par jour. Ça, c'était le premier pilier, le documentaire. Mais cette chaîne documentaire sera augmentée par le débat. Le débat, c'est le deuxième pilier de la chaîne. Des débats qui permettent un échange raisonnable, civilisé, rythmé bien sûr, mais pas simplificateur ou manichéen. La télévision est en couleur, nous n'allons pas faire des débats en noir et blanc. Le deuxième... Pardon. L'émission d'avant-première partie de soirée en direct sera l'occasion d'un rendez-vous quotidien avec l'actualité, l'information et le débat. Et je laisse Denis vous en parler. Merci. Le deuxième pilier donc de la chaîne, c'est cette émission d'accueil, d'information et de débat d'avant-première partie de soirée, donc entre 19h et 21h. Elle sera organisée en 3 séquences. D'abord, un grand entretien avec une femme ou un homme politique, avec un ou une chef d'entreprise, avec un ou une intellectuelle autour d'un thème d'actualité. Cet entretien ne sera pas un interrogatoire. Il ne cherchera pas le faux pas ou la petite phrase. Il cherchera l'intelligence des choses. Deuxième partie, une séquence de débat autour des sujets préparés avec Loopsider, des invités qui seront des acteurs de l'actualité ou des experts, mais aussi des chroniqueurs. Évidemment, nous allons les puiser chez elle avec des gens comme Marion Ruggieri, Olivia de Lamberterie ou Ava Djamchidi qui va parler dans quelques instants. Nous allons les chercher chez Franc-Tireur avec Raphaël ou Caroline Enthoven. Nous allons les chercher, je l'espère, à l'Opinion. Nous allons les chercher au Télégramme. Et je salue la présence dans parmi les assistants d'Hubert Coudurier, qui est membre du conseil d'administration de CMI et qui est notre partenaire sur cette chaîne, lui et le réseau de titres de la PIQR avec lequel il est lié et qui vont alimenter la chaîne en informations ou en commentaires enracinés dans l'ensemble du territoire et pas seulement parisien, mais aussi avec des chroniqueurs qui viennent d'autres groupes ou d'aucun groupe. Caroline l'a dit, ce ne sera pas la chaîne vitrine de CMI. CMI va le nourrir, mais ce ne sera pas la chaîne vitrine de CMI. Les maîtres mots de cette séquence seront le pluralisme, le respect d'autrui, l'échange, non pas « étonnez-moi », pour reprendre le titre d'une célèbre chanson écrite par Modiano pour la regretter Françoise Hardy, mais éclairez-moi, rendez-moi plus intelligent, ou en tout cas donnez-moi plus d'intelligence des choses, et si possible, rendez-moi plus sage. Enfin, une séquence culturelle, dernière partie de cette émission, avec un invité ou une invitée du cinéma, de la musique, de la littérature, du théâtre, qui parlera de son actualité, bien sûr, mais qui parlera de l'actualité. Merci Denis. Donc, 1, le documentaire, 2, le débat, et 3, le divertissement populaire de qualité autour de la culture et de l'art de vivre. Sous quelle forme ? Alors, tous les lundis, à 21h, une émission culturelle et littéraire, Culturama. Tous les samedis, à 21h, un ciné-club, à la découverte des films art et essais qui permettront aussi de revisiter notre patrimoine audiovisuel, comme Le Second Tour de Dupontel, Les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi ou Black Swan avec Nathalie Portman. Les mercredis, à 21h, une soirée dédiée au spectacle vivant, avec en scène pour exposer
tour de chant, comédie musicale, humour, comédie club, opéra, ballet et théâtre privé ou public. Une soirée fiction, les jeudis à 21h, avec une appétence pour les figures historiques, pour les biographies, les adaptations littéraires, comme la mini-série L'Abolition avec Charles Berling, qui raconte le long combat de Badinter, la série Versailles ou encore L'Ascension de Stavisky, interprété par Thomas Sisley. Le week-end, une large place sera dédiée à l'art de vivre, au travers de magazines avec comme thèmes principaux la beauté, santé, la gastronomie, la mode, la décoration. Pour résumer, Réel TV s'adresse à un public de 24-59 ans avec une attention particulière pour le rajeunissement du public et pour les territoires. Il s'agit d'un public actif, notamment présent de 18h à 23h en semaine, horaires sur lesquels Réel TV proposera 100% de programmes frais. Et vous l'aurez compris, la structure de la grille permettra de répondre à leurs attentes avec du documentaire, des débats, du divertissement populaire et de qualité. Nous serons bien sur les 3 territoires de l'information, de la connaissance et du divertissement. Ce programme est un manifeste, une conviction. On peut décrire le réel avec passion et sincérité, on peut débattre sans combattre, on peut divertir sans abêtir, et notre ambition est de faire une télévision distrayante mais exigeante et dont le téléspectateur sorte grandi. Merci. Cette chaîne, nous l'avons dit, va bénéficier des ressources d'un groupe pluraliste et diversifié. Je l'ai évoqué, Caroline l'a évoqué. Mais nous avons souhaité demander à Ava Jamshidi de vous décrire comment ça fonctionne concrètement, cette fertilisation mutuelle, parce qu'elle est déjà à l'œuvre dans notre groupe. Je suis particulièrement fier qu'Ava soit à nos côtés, non pas seulement parce qu'elle est une brillante journaliste, rédactrice en chef du L en charge de la partie magazine. Elle a été grand reporter notamment sur les terrains de guerre aux Parisiens. Elle a travaillé pour LCI, mais je suis fier aussi parce qu'elle est fille de l'exil, sœur de ces femmes iraniennes qui nous illuminent de leur courage, et qu'elle sait mieux que n'importe lequel d'entre nous le prix de la liberté, le prix de la démocratie, le prix du pluralisme auquel nous sommes attachés et qui sert de boussole à notre projet. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Quelques mots pour évoquer le travail que nous effectuons au magazine Elle, où je suis donc rédactrice en chef. Peut-être que mon profil, ainsi que celui d'autres consoeurs, peuvent vous sembler étonnants pour un magazine de mode, un magazine féminin, mais il correspond à l'ambition d'entrer dans le club des titres de presse dites IPG, pour information politique et générale, un statut que nous avons donc obtenu il y a 3 ans. Alors cela se traduit par le renforcement de cette culture de l'information au sein du magazine, avec des scoops liés au mouvement MeToo notamment. Vous avez peut-être entendu parler de cette enquête que nous avons publiée dans le magazine sur un célèbre psychanalyste. Il s'agit également de reportages à l'étranger, de l'Afghanistan à l'Ukraine en passant par Israël, mais aussi d'entretiens pour évoquer les grands sujets de société. C'est par exemple dans nos pages qu'Emmanuel Macron a levé la question de l'obligation de visite pour les pères des familles monoparentales. Alors dans les pages de notre magazine, mais aussi sur les réseaux sociaux, puisque nous travaillons dans un groupe où des synergies sont déjà engagées. Nous avons déjà cette culture de l'association de compétences à l'œuvre. Nous combinons par exemple l'expertise et les moyens d'enquête du L sur les sujets de société et celle de Loopsider, média social, acteur majeur du reportage et du documentaire court en ligne, avec notre regard singulier sur l'information, qui est désormais décliné dans le champ audiovisuel au quotidien, avec la mise en place de nouvelles écritures conçues pour attirer les nouvelles générations sur les écrans. Par exemple, cela donne une enquête sur les violences sexuelles et sexistes publiée dans notre magazine, qui fait désormais l'objet de contenus vidéo publiés par Loopsider pour nos réseaux sociaux. Cette enquête a aussi été déclinée en documentaire pour envoyé spécial et elle pourra l'être demain sur Réel TV. Notre chaîne pourra ainsi compter sur l'expertise des différents médias du groupe CMI France pour proposer des émissions et des contenus adaptés aux téléspectateurs avec une aspiration transgénérationnelle ainsi que d'ouverture aux diversités, sans volonté de susciter la polémique, avec l'ambition d'expliquer, de décrypter plutôt que d'irriter. Dans la création de ces formats originaux, la chaîne pourra s'appuyer sur l'expertise donc de différents médias du groupe et les versions Femina donc pour les questions de société, l'ouverture sur la diversité des styles et des modes de vie,
Télé 7 jours pour interroger le rôle des médias audiovisuels et l'importance des images que nous proposons de décortiquer pour le public. Franc-tireur pour sa capacité à rendre intelligible l'actualité politique de manière incisive et engagée. Et nous l'espérons demain, l'opinion. Ouzbek Erika pour sa compréhension des attentes de notre société et sa lecture très singulière des tendances à venir. Enfin, Louis Média pour explorer d'autres univers avec un tropisme pour les sujets très en vogue liés à l'intimité. Alors, ces synergies seront en particulier précieuses pour dérouler une thématique au cœur de nombreux médias du groupe. Je pense évidemment à Elle à table, Elle Décoration ou Art et Décoration. Une thématique qui nous est chère, c'est celle de l'art de vivre. Il est assez étonnant de constater que malgré un engouement patent, alors que des chaînes traitant de cette thématique sont des succès partout dans le monde, que des émissions démontrent l'appétit du public pour ces sujets, l'art de vivre ne dispose pas aujourd'hui de canal de diffusion audiovisuelle puissant en France. Nous proposons donc de répondre à cette demande par une offre de magazines étendue et pointue, populaire et exigeante. Il s'agit de gastronomie, de haute couture, des territoires, d'architecture, de design, de décoration. Autant de sujets sur lesquels nous proposerons des contenus éducatifs culturels de qualité en s'inspirant des meilleures productions internationales pour répondre à une aspiration au bien-être et au mieux vivre ensemble conçue pour toucher le grand public. CMI France a cette culture de l'information populaire de qualité que l'on retrouve dans l'ensemble de ses médias. Au sein du groupe, les synergies entre différentes entités sont déjà engagées. Et comme c'est déjà le cas pour l'ensemble des médias du groupe, les enjeux de société, de diversité, de parité et de responsabilité sociale seront au cœur de ce projet ambitieux que nous portons pour Réel TV. Merci Ava. Impossible de parler de médias sans parler de numérique, puisque c'est l'écosystème dans lequel se trouve désormais l'ensemble des moyens d'information et de divertissement. Pour l'évoquer, nous avons demandé à Giuseppe De Martino, que je n'ai, je crois, pas besoin de présenter, puisqu'il est l'un des pionniers de la convergence entre les images et le numérique, avec Dailymotion d'abord, et puis maintenant avec Loopsider, qu'il a co-créé et qu'il préside, et qui fait partie de notre groupe et qui a travaillé avec nous sur le projet de Réel TV. Merci Denis. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, je prêche des convaincus, mais le premier enjeu en matière de numérique est l'accès. Réel TV sera présent sur les télévisions connectées, sur les plateformes de streaming, sur les plateformes de vidéo à la demande et évidemment sur les sites de partage de vidéos afin que les téléspectateurs puissent accéder à ces programmes où qu'ils soient et quand ils le souhaitent. Mais la valeur ajoutée de Réel TV sera sa capacité à produire des contenus exclusifs, innovants et adaptés aux usages de ces plateformes. Ça permettra de se démarquer de la concurrence et surtout d'aller chercher un public qui souvent a perdu l'habitude d'allumer son téléviseur. Réel TV, en quelque sorte, recréera le lien entre télévision linéaire et nouveaux usages. Ces contenus seront notamment produits par Loopsider avec son expertise, sa méthode et seront diffusés chaque jour sur les antennes et les réseaux sociaux de Réel TV en identifiant en amont les tendances et les attentes du public. Enfin, les réseaux sociaux, comme vous le savez, sont un enjeu stratégique pour les acteurs de la TNT. Réel TV, là aussi, s'inspirera de ce que peut faire au quotidien Loopsider pour toucher un public toujours plus large, plus jeune également, et s'adapter aux nouveaux usages de consommation des médias. Réel TV utilisera également les réseaux sociaux pour créer des communautés fidèles autour de ses émissions et de ses animateurs et promouvoir de cette façon, de la meilleure façon possible, ces programmes. Cette empreinte numérique de Réel TV doit avant tout pouvoir répondre à un impératif démocratique puissant, reconstruire le lien avec tous les publics, y compris ceux qui sont sortis des circuits traditionnels pour s'informer, ou tout simplement tous ceux qui ne croient plus dans les médias traditionnels. L'accent sera donc mis chez Réel TV sur l'éducation média. La chaîne devra sensibiliser les téléspectateurs sur les enjeux de l'information, de la désinformation, les aider à décrypter images, discours et leur donner les clés pour devenir des citoyens toujours plus éclairés et responsables. Et en la matière, le savoir-faire du groupe sera primordial pour s'adresser à tous les publics où qu'ils se trouvent. Ainsi, loin de Boulogne, loin du canal Saint-Martin, loin de Saint-Germain-des-Prés, Réel TV, grâce à cette pratique des réseaux sociaux, proposera un regard pertinent sur les territoires et les vrais enjeux des Français.
dans toute leur diversité. En combinant ces différents leviers, la chaîne peut toucher donc un public toujours plus large et en phase avec les usages d'aujourd'hui, fidéliser ses téléspectateurs et remplir sa mission de service pour le public en matière d'information et d'éducation aux médias. Merci. Un mot avant de conclure sur la partie modèle d'affaires. Nous avons la double expérience, je l'ai dit, de la télévision et de la gestion. Gulli, on en était très fiers, était l'une des chaînes de la TNT, était la chaîne de la TNT la plus rentable. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et nous sommes confiants qu'avec une structure de coût raisonnable, nous pourrons générer un chiffre d'affaires publicitaire suffisant pour exploiter cette fréquence d'une manière économiquement pertinente. Et bien sûr, nous pouvons soutenir financièrement sa montée en charge que nous avons estimée à 32 millions d'euros de cash flow négatif cumulé. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et les conseillers, le projet que nous avons conçu avec le double enthousiasme des professionnels des médias motivés et des citoyens engagés, mais pas enragés. Nous ne voulons changer ni la télé ni le monde, mais si nous pouvons contribuer à les rendre meilleurs, davantage bienveillants, plus tolérants, si nous pouvons nuire à la bêtise et soutenir l'esprit public et la sagesse, nous serons heureux. Autrefois, on appelait la télévision la petite lucarne. Notre rêve est que par cette petite lucarne passe une grande lumière, la lumière des lumières avec un grand L, un L majuscule, car après tout, les lumières, nous en sommes la patrie. Mais je veux laisser le dernier mot à Daniel Kretinsky, qui tenait absolument à s'adresser à vous, Vidéo 2, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, premièrement, permettez-moi de vous excuser de ne pas être présent devant vous pendant notre audience aujourd'hui. Malheureusement, ce n'était vraiment pas possible. Je sais que je vous parle au moment où mon ami Denis Oliven vous a présenté notre projet relativement en détail. Donc, je vais ajouter juste une remarque personnelle sur notre motivation, pourquoi nous avons présenté cette candidature pour la TNT, et plus généralement, pourquoi nous investissons dans le monde des médias, en France et en Europe d'ailleurs. Je suis parmi ceux de vous qui observent avec beaucoup de frustration la détérioration, voire destruction du débat public. Cette tendance très négative est effectivement apportée par le monde d'Internet. Dans le monde traditionnel, organisé par les médias, il y avait des différents médias qui emportaient sur un sujet qui faisait l'objet du débat public un nombre de voix limité, des voix des experts, des autorités, des voix compétents. Aujourd'hui, donc, ce que nous avons, c'est plus ça. C'est un monde, un agora, où tout le monde raconte ses histoires. On ne arbitre pas entre 5 ou 7 ou 10 voix compétentes, mais on attend des hurlements, des milliers. Dans ce hurlement, la vérité n'existe plus, parce qu'il n'y a plus l'espace pour confronter les idées, pour essayer de voir quelle idée est fondée, pour essayer de distinguer et comprendre même les différences. Donc on n'entend plus rien, il y a beaucoup trop de voix, beaucoup trop des émotions, beaucoup trop de hurlements. Je pense que la seule manière, c'est vraiment de faire nos maximums pour restaurer le concept original de débat public, d'offrir aux citoyens une opportunité de comprendre les positions et de choisir la position qui, sur la base de cette évaluation rationnelle et confrontation pluraliste, leur paraît la bonne. Je sais qu'une chaîne de TNT ne va pas changer le monde, mais toutes activités dans ce sens sont des activités qui sont positives, et j'espère que si ce concept est bien exécuté, ça peut ajouter un élément positif dans la dynamique qui essaye de faire comprendre les gens que c'est nos racines, c'est là où nous devons revenir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup. Merci du temps que vous avez consacré à notre projet et que vous avez consacré à moi-même. Je m'excuse pour toutes les fautes de français que je viens de commettre et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci beaucoup pour cette présentation très, très complète. On va entamer tout de suite le dialogue avec le collège. Antoine Boillet, peut-être pour commencer. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, merci. J'ai 3 questions. La première, vous avez longuement développé le caractère populaire de cette chaîne. Est-ce que vous pourriez rentrer, et notamment sur le digital, un peu plus dans le détail éditorialement sur ce que sera la place des Français, des citoyens, des anonymes dans les débats, sur les plateaux? Mais c'était ma première question. Merci. Je vais peut-être laisser Giuseppe répondre sur la question parce que c'est vraiment la qualité première et la dimension première de Loopsider. Loopsider a mis en place des outils pour véritablement analyser les tendances, les souhaits, les remarques des Français sur leur quotidien, sur leurs aspirations. Et c'est cette écoute des réseaux qui nous permet ensuite de produire des contenus. Cette dynamique, nous comptons la mettre au service de Réel TV en permettant d'isoler, d'identifier les sujets qui concernent les Français et les transformer en émissions de débat, en émissions qui permettent d'accentuer le regard qu'on peut avoir et trouver, si possiblement, dans cette démarche toujours positive, des solutions. Mais dans ce cadre... Allez-y, pardon. Non, je voudrais juste ajouter un élément d'expérience de quelques décennies, malheureusement, de vie dans les médias. Très important d'écouter ce que disent les citoyens pour ne pas être décalés. Mais notre projet, c'est aussi d'éclairer cet avis. Je dirais que notre chaîne, ça pourrait être ce qu'on appelle dans d'autres secteurs une conférence de consensus. On rentre avec une idée, on débat, on échange des points de vue et finalement on converge raisonnablement vers quelque chose qui peut réunir les citoyens plutôt que de confronter les opinions émotionnelles, comme l'a dit Daniel, et d'en être le réceptacle. Très important d'avoir cette présence des citoyens, mais très important aussi de la mettre en perspective et de l'éclairer. Ma deuxième question, vous avez évoqué dans le détail en matière de programme de flux le nouveau rendez-vous en access, la nouvelle émission littéraire. Ma question, c'est sur la partie plus lifestyle en bon français, avec un partenariat avec bon nombre de titres du groupe. Est-ce que vous pourriez rentrer un peu plus en détail? Est-ce que le volume horaire est important sur le modus operandi de la production de ces rendez-vous? Est-ce que vous voulez passer par des producteurs de flux externes? Est-ce que vous voulez produire en interne? Mais là-dessus, le dossier n'est peut-être pas suffisamment développé. Alors, je vais peut-être laisser Caroline répondre qualitativement. Moi, je voudrais répondre quantitativement, pardon. Et donc, c'est dans le dossier, mais peut-être que c'était trop éparse. On a donc 8760 heures de programme, dont 1825 sur le 18h-23h. Sur ces heures de programme, il y a 5610 heures de diffusion annuelle d'œuvres audiovisuelles, au sens large. Et si je regarde maintenant dans le détail, on a 3536 heures de documentaires, plus des heures d'information qui sont des quasi-documentaires, plus des documentaires musicaux, ça fait 4206 heures de documentaires. On a 156 heures de cinéma, 156 heures de fiction audiovisuelle, c'est les chiffres annuels. On a 2444 heures de magazines, dont à peu près la moitié en plateau et l'autre moitié en images. Et les magazines lifestyle seront principalement Art de vivre, seront principalement dans les magazines en images. Et enfin, on a 1200 heures de débat. Et on a 208 heures de spectacle vivant. Donc au total, les documentaires représentent 50% de la programmation, les débats 25% de la programmation, et le divertissement au sens large 25%. Si je regarde maintenant, parce qu'on aurait peut-être pu le préciser, on ne l'a pas fait, la part entre la diffusion et la rediffusion, sur la totalité des heures de programme, 35% de la programmation est en première diffusion à l'année, en dehors de la programmation de la nuit et de la programmation de l'été, et 100% est en première diffusion sur le 18-23 heures du lundi au vendredi. Si j'inclus la semaine, c'est 87 heures.
Donc, je n'ai pas fait le calcul, mais ça doit être 80% de diffusion, de première diffusion le week-end. Si je regarde sur le documentaire proprement dit, on a 29% de première diffusion et on a 100% de première diffusion sur le 18-23 heures. Et sur les émissions de flux, on a 35% de première diffusion et 84% pardon, de première diffusion sur le 18-23 heures. Qualitativement, maintenant, sur les émissions de style de vie, d'art de vivre. Sur les émissions, merci. Sur les émissions Art de vivre, alors il y aura une émission qui concernera la gastronomie, pour exemple, et que nous allons associer avec les territoires. C'est-à-dire qu'on va très régulièrement aller dans les territoires, pas seulement associé à la gastronomie, mais ce lifestyle, cet art de vivre sera décliné sur tous les pans, c'est-à-dire la gastronomie, la culture, les événements littéraires, et tout ce qui se passe dans les territoires aura sa place sur Réel TV dans le cadre d'un magazine. Et troisième question sur la partie création audiovisuelle et cinéma. Donc vous prenez des engagements forts, mais sur le documentaire, sur les différentes thématiques que vous avez évoquées, est-ce que vous pourriez peut-être mieux préciser avec nous quel serait le nombre qu'on pourrait envisager de documentaires inédits en soirée par an? Est-ce que vous seriez prêt à ce qu'on au-delà des volumes horaires en diff, mais sur la partie inédite, qu'on puisse vraiment formaliser les choses, quitte à monter en puissance sur le nombre d'objectifs de doc inédits, et éventuellement, c'est un de vos axes, éventuellement un objectif aussi en matière de diffusion de documentaires européens. Et sur le cinéma, et j'aurais terminé, il semblerait, à étudier votre dossier, que vous allez être au-delà du seuil à partir duquel on déclenche un certain nombre d'obligations sur le cinéma, c'est 52 avec 104 diff. Est-ce que vous avez bien en tête que vous allez devoir sans doute participer à ces objectifs en matière de cinéma? Et du coup, et ça conclut cette question, où en êtes-vous avec les syndicats de producteurs audiovisuels et cinéma de vos discussions? Merci beaucoup. Alors, premier point, sur la production, donc on a pris un engagement de 12,5% du CA, puisqu'on est dans le cadre du régime patrimonial, mais évidemment, je pense qu'on sera au-dessus dès le départ. Je vais revenir à la question des inédits, hein, j'ai bien entendu. Juste quelques éléments, là encore, de statistiques qui se déduisent du dossier. Les investissements en production, au sens large, achat et production proprement dite, représentent 43% des dépenses de programme, c'est-à-dire 16 millions d'euros, et 26% des dépenses totales de la chaîne. Et la production interne, plus les coproductions, représentent 57% des dépenses de programme. C'est-à-dire 9 millions d'euros, pardon, des dépenses de production. Et 35%, non, 9% 57% pardon, des dépenses de production. 9 millions. Donc, on est prêt à aller au-delà dans la négociation sur les inédits. On n'a pas pris d'engagement sur les inédits au sens propre du terme. C'est-à-dire, on a construit une grille qui est très forte en première diffusion, mais en programme inédit au sens propre du terme. C'est-à-dire que jamais personne d'autre que nous n'a diffusé. On n'a pas pris d'engagement, mais on est tout à fait ouvert à en discuter avec vous si vous nous faites l'honneur de retenir notre candidature. Donc ça, c'était votre première question. Deuxième question, je crois que comme nous avons une programmation de cinéma patrimonial, nous échappons aux règles d'obligation. Nous n'avons pas pris de contact aujourd'hui avec les organisations syndicales, ni des documentaires, ni du cinéma, mais nous le ferons bien évidemment pour discuter avec eux dans le cadre de l'autorisation si elle nous était donnée. Ça, c'était votre deuxième question. Il y en avait une troisième, non? J'ai répondu après. Le volet européen oui. de votre politique documentaire. Européen. Alors, on a pris des engagements de diffusion, puisqu'on a dit que... Et donc, ça couvre le documentaire, puisqu'on a dit que pour les œuvres audiovisuelles, nous engageons à faire 60% de diffusion des œuvres européennes.
et 40% d'œuvres françaises. Donc ça, c'est la diffusion, c'est pas sur la production, mais là encore, on est prêt, on est très ouvert dans la discussion que nous aurions dans le cadre d'une convention à préciser et à prendre des engagements plus formels. Anne Grandénon. J'insiste sur le... Évidemment, tous les candidats à ces fréquences ont l'Europe en tête. Mais nous, on appartient à un groupe européen et on a un actionnaire qui est très engagé en faveur de l'Europe. Donc je pense qu'il sera très ouvert lui aussi à ce que nous engageons sur ce terrain. Merci. Anne Grandénon. Monsieur le Président, bonjour. Alors, on a vu que Réel TV proposait une émission en direct de 19h à 21h. D'ailleurs, dans le projet où on dit « ou time delay », donc je ne sais pas si vous pouvez nous préciser, sur l'actualité, les grands débats de société, la tendance, et cette émission accueillerait des invités ou des personnalités politiques ou de la société civile lors de débats. Alors, une ou deux questions. Donc, est-ce que time delay ou direct ? Et ensuite, quelles dispositions vous comptez prendre pour respecter la décision du Conseil d'État du 13 février, que vous connaissez, qui a jugé notamment que pour les émissions d'information ou concourant à l'information, ils doivent respecter dans l'ensemble de leur programmation la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants. Ça, c'était juste une question. Et j'en avais une autre sur le comité d'éthique. Est-ce que vous avez déjà des idées sur la composition du comité d'éthique que vous metteriez en place suite à la loi Bloch? Merci beaucoup. Sur le time delay, la réponse est oui. On considère qu'il est raisonnable d'avoir un time delay qui peut être d'1 quart d'heure, parce qu'une fois encore, on a une programmation qui n'est pas une programmation agressive. On ne va pas chercher le clash. Et donc, les invités, les thèmes, la construction des émissions, le fil de l'émission seront propices à une discussion apaisée. Mais enfin, on ne sait jamais, il est raisonnable d'avoir un time delay. Deuxième point sur la décision du Conseil d'État, notablement commentée, y compris par moi-même, sur les réseaux sociaux, elle ne nous posera à nous aucun problème. Puisque, par essence, ce que nous voulons faire, je crois qu'on vous l'a dit les uns après les autres, c'est une chaîne pluraliste. On considère que la pluralité des points de vue, la contradiction raisonnable, l'échange raisonnable est la condition de la fabrication d'un esprit public apaisé auquel nous aspirons parce qu'il est fondamental pour la démocratie. Donc ne comptez pas sur nous pour être monochrome, monocolore, n'avoir qu'une seule opinion, et comptez en revanche sur nous pour que ce soit un pluralisme de raison. Nous aurons des chroniqueurs, des invités, des experts que nous choisirons avec l'attention au fait qu'ils ont envie de débattre et pas de combattre. Débattre, l'étymologie, c'est cesser de se battre. Donc c'est comme ça que nous allons choisir les gens qui participeront à nos émissions. Je pense que dans votre mission de régulateur, si jamais vous nous faites l'honneur de vous retenir, nous ne vous poserons aucun problème. Denis, juste un mot là-dessus. Parmi les nuances qui nous paraissent essentielles, c'est la différence à faire entre la contradiction et l'opposition. Nous vivons dans un monde polarisé où les gens vivent de s'opposer les uns aux autres. L'enjeu, c'est de substituer le paradigme de la contradiction à celui de l'opposition, créer autant que possible les conditions de la contradiction, ce qui est inclus dans ce que Denis appelle le pluralisme de raison. Pluralisme, oui, mais pluralisme de raison, un pluralisme garanti par le souci d'être contredit et la possibilité de le faire. J'ajoute que c'est comme pour l'amour, le pluralisme, c'est des preuves qui comptent. Et nous avons un groupe. On a un groupe avec beaucoup de titres, beaucoup de médias, et vous pouvez observer vous-même le soin que nous prenons à garantir la liberté, le pluralisme, la contradiction. Je crois que nous n'avons jamais été au cœur d'aucune polémique de ce point de vue. Et les lecteurs de nos titres, de nos réseaux sociaux, de nos plateformes, trouvent de ce point de vue l'ensemble des opinions et leur confrontation calme et apaisée. Merci beaucoup. Et sur le comité d'éthique, vous avez des... Sur le comité d'éthique, vous avez le comité éventuellement des... Non, on n'a pas réfléchi. On n'a pas réfléchi encore au comité d'éthique, mais on a... autour de nous, notamment à travers nos maisons d'édition et nos titres, de nombreux collaborateurs qui, il sera assez aisé pour nous de puiser dans les auteurs de La Découverte d'un côté ou de Plomb de l'autre, des gens qui sont
pluriels dans leurs opinions et sages dans leur manière d'analyser le réel. Denis Rapone. Merci, Monsieur le Président. Dans la grille de programmation, et puis vous en avez parlé donc, et présenté avec détail, donc il y a une émission de 2 heures d'avant-première partie de soirée, décryptage de l'actualité, avec une rédaction dédiée, si j'ai bien compris. Donc au départ, c'est normal, avec 3 journalistes. Et puis ensuite, sans doute, s'adjoindront d'autres journalistes dans cette rédaction. Quid par rapport à cette rédaction, même embryonnaire, d'une charte de déontologie journalistique? Quid également, car on parle beaucoup de la décision du Conseil d'État du 13 février, on met l'accent sur le pluralisme, mais elle ne dit pas que ça. On oublie un deuxième élément dans cette décision qui est l'indépendance. Quid précisément de l'indépendance de cette rédaction par rapport aux intérêts économiques, notamment par rapport aux annonceurs, mais aussi aux actionnaires ou à l'actionnaire, et quid au sein même des partenariats ou des synergies qui pourront se déployer au sein de CMI et des autres rédactions. Vous avez cité l'ensemble des autres médias et donc des journalistes qui pourront être amenés à collaborer pour cette émission d'avant, première partie de soirée. Comment on va s'organiser l'indépendance de la rédaction propre donc, à cette chaîne nouvelle avec les autres apports journalistiques des autres rédactions? Merci, monsieur le conseiller, pour cette question cardinale. Alors, en effet, c'est la direction de la rédaction qui va être dédiée, mais nous allons sous-traiter une partie du travail d'information, en tous les cas au début, puisque nous allons produire à l'extérieur. Nous aurons des moyens éditoriaux et notamment nous allons utiliser les ressources de l'Oopsider pour traiter de l'actualité, en tous les cas au départ. Donc, premier point. Mais évidemment, notre ambition est de monter en puissance et d'améliorer ou de faire croître les effectifs de la rédaction interne, même si, dans un premier temps, la production de cette émission sera en dehors. Ça n'empêche que la question de la charte et de l'indépendance sont décisives. J'y suis personnellement attaché. D'ailleurs, je demanderai le témoignage dans quelques instants d'Ava et de Raphaël, parce qu'une fois encore, en ces matières, la réalité est plus parlante que les démonstrations. Dans le groupe CMI, nous sommes religieusement scrupuleux sur l'indépendance et la liberté des rédactions, dès lors qu'elles respectent les règles de déontologie. Le seul point sur lequel auquel nous veillons, c'est le respect de la déontologie journalistique. J'ai dit tout à l'heure que les journalistes exercent un magistère, et donc en tant que magistrats, ils sont tenus à des règles de contradictoire notamment, qui garantissent qu'ils ne traitent pas les faits à leur façon, mais qu'ils essayent d'être désintéressés, pour reprendre l'expression du fondateur du Monde. Donc nous y veillons scrupuleusement. Ça peut se faire parfois avec des règles d'indépendance, c'est le cas dans un certain nombre de journaux du groupe. Ça peut se faire sans règles d'indépendance, par la qualité de la direction de la rédaction, qui est le point clé en vérité dans ce type d'exercice. Mais s'agissant de la chaîne, et précisément parce qu'elle est au sein d'un groupe dont elle doit utiliser les ressources sans en être dépendante, nous veillerons à la doter d'une charte de déontologie qui lui soit propre et qui garantira son indépendance. Mais peut-être un mot avant, et je vais revenir, mais peut-être un mot d'Ava et de Raphaël qui peuvent tous les deux témoigner. Moi, je suis le président du groupe. Valérie Salomon, qui est présente dans l'assistance, c'est la directrice générale. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, j'ai plus de 25 ans de vie dans les médias. Je n'ai jamais eu de toute ma vie, ni à Canal+, ni chez Lagardère Active, ni à CMI, aucune motion d'une société de rédacteurs qui se plaignent d'une intervention, d'une censure, de quoi que ce soit. Et cette déontologie, je continuerai de l'appliquer. Depuis les 4 années que j'ai passées au magazine Elle, je n'ai jamais reçu d'instruction éditoriale, en particulier sur les sujets que j'ai traités comme grand reporter pendant 3 ans, sur les questions politiques, où je dois dire que j'ai bénéficié d'une liberté inédite, bridée uniquement par ma capacité et ma créativité pour trouver des sujets. Comme rédactrice en chef de la rédaction, et avant comme grand reporter. Donc,
En revanche, il y a vraiment un souci qui est partagé par la direction. Compte tenu de la responsabilité incroyable que nous avons par rapport à nos lectrices, qui en particulier elles ont un rapport très singulier avec leur titre, on recoupe scrupuleusement nos informations. On veille évidemment, parce que nous y sommes obligés en tant que journalistes, à systématiquement, dans le cas d'enquête en particulier, de donner la parole, de faire jouer ce contradictoire qui est indispensable à la publication de ces enquêtes un peu sensibles que nous faisons. Et je dois dire que la liberté avec laquelle nous pouvons exercer ce travail, y compris sur des sujets très clivants, on ne va pas entrer dans le détail des questions féministes, mais ce sont des sujets qui pourraient cliver. Il n'y a aucune espèce de dogmatisme ou d'intrusion dans la manière dont on peut les couvrir, dont on peut les traiter, si ce n'est un respect des règles déontologiques des journalistes, avec cette volonté de rendre compte factuellement des informations que nous publions pour nos lectrices. Oui, vraiment, pour dire la même chose, mais différemment, Franc-Tireur est un bonheur. Travailler là-bas est un bonheur absolu pour 1000 raisons, mais la première de ces 1000 raisons, c'est la liberté absolue qui nous est garantie par notre actionnaire. Nous ne sommes jamais ennuyés par lui, jamais un coup de fil, jamais une recommandation, jamais rien, aucune influence de quelque manière que ce soit. Ils nous font confiance, de sorte que nous n'avons à obéir qu'à nos lecteurs, à qui nous devons le maximum de rationalité, de travail fouillé, d'études, d'examen des problèmes, mais en aucune façon nous ne sommes sous la férule de notre tutelle. Voilà. Oui, j'aimerais juste ajouter qu'il y a un an, l'Outsider a rejoint CMI France. Et nous avons à cette occasion, avant cela plutôt, rencontré la plupart des acteurs du marché. Et CMI France a été extrêmement clair sur notre totale indépendance éditoriale, sur l'absence d'ingérence. Et au bout d'un an, on peut vraiment faire le bilan que jamais notre actionnaire ne s'est permis de juger des sujets qu'on peut traiter au quotidien, et jamais n'a remis en cause le chemin qu'on trace pour, encore une fois, rester toujours positif dans l'information au quotidien sur les réseaux sociaux. Je suis en plein dans un épisode dont les journaux se sont fait l'écho de cession de Marianne. Daniel Kretinsky avait investi dans Marianne il y a 6 ans avant que je n'arrive. En sachant qu'il était en désaccord avec la ligne de Marianne, mais il pensait que Marianne était nécessaire au paysage, au pluralisme du paysage politique et exprimait des opinions qui méritaient d'être entendues. Il a sauvé Marianne. Et puis, il a donné la direction de ce journal à Natacha Polony, qui est absolument en désaccord à peu près à 100% avec lui et à 250% avec moi. Et puis, Natacha a fait ce qu'elle devait faire. Elle a radicalisé au sens étymologique du terme. Elle a épuré son positionnement, mais du coup, elle l'a sans doute rapproché de ses lecteurs, mais encore éloigné de nous. On aurait pu intervenir, agir, la changer, faire pression sur elle. On ne l'a jamais fait. Et ça n'est pas que la lecture hebdomadaire de Marianne me portait au nirvana. On a choisi de céder Marianne et de trouver un actionnaire qui soit plus cohérent avec elle. Mais au moment de le céder, on a mis comme condition, je pense que c'est unique dans l'histoire de la presse française, donc comme c'est la plus protégée de la presse mondiale, on a mis comme condition de la négociation pour le rachat une série de règles de protection de l'indépendance. Donc on s'est nous-mêmes rendu plus difficile la cession de ce titre, mais on est garanti que quelle que soit la couleur politique de l'actionnaire, quelles que soient ses idées, sa capacité d'intervenir sur la ligne sera nulle. Et donc, alors, il se trouve qu'on consulte les salariés aussi sur la cession de ce titre. Mais c'est pour vous dire à quel point on a un respect scrupuleux de la double exigence de liberté de la rédaction, mais de responsabilité. Parce que la contrepartie de la liberté, c'est la responsabilité. Je pourrais en débattre de nombreuses heures avec vous, mais le fait qu'une rédaction ne dépende que d'elle-même ne suffit pas. Parce qu'elle-même peut aussi avoir des a priori, des points de vue, des biais cognitifs. Elle doit donc elle-même respecter des règles déontologiques qui garantissent l'exercice de son métier. Benoît Loutrel.
Merci beaucoup. Je voudrais poursuivre un peu sur la même ligne, mais en décalant un petit peu la discussion. Est-ce que vous pouvez nous aider à bien comprendre l'articulation du média télévisé que vous souhaitez créer avec le reste du groupe et jusqu'à quel point, quelles sont les fonctions qui seront internalisées au premier jour, parce qu'il faut bien qu'il y ait un cœur qui soit là et qui incarne vraiment la direction éditoriale de ce média. Et j'ai pas totalement compris l'articulation avec Loopsider, par exemple, mais plus globalement vis-à-vis de l'ensemble des médias. Qu'est-ce que ça veut dire le partenariat avec le Télégramme? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus qu'est-ce qui va faire le cœur de la société du projet éditorial? Je vais faire une réponse en deux temps. D'abord, une réponse sur l'esprit, et après plus pratique. Sur l'esprit, on a une chance inouïe. Je pense qu'aucune chaîne de télévision de la TNT n'a la chance de bénéficier du spectre de compétences larges, à la fois presse et édition de CMI et d'Editis. Une fois encore, des gens comme Uzbek, Erika, avec leur vision de l'écologie, le féminisme humaniste de Elle, Franc-Tireur, Loopsider, tout ça, c'est une ressource énorme qui vont venir alimenter la chaîne. Mais cette chaîne est souveraine. Elle n'est pas la vitrine d'exposition de ces... D'ailleurs, comme chacun dans ce groupe est souverain. Chacun, ils l'ont dit, chacun l'un après l'autre, ils peuvent travailler ensemble, mais chacun est souverain. Ce sera la même chose pour cette chaîne. Donc la tête de réseau de la chaîne sera internalisée. La direction de la rédaction sera internalisée. La direction des programmes sera internalisée. Ce sera une société qui aura une personnalité morale. Elle sera une filiale de CMI. Elle aura un président qui ne sera pas moi, qui ne sera pas Valérie Salomon, et qui sera de préférence un bon connaisseur de l'audiovisuel. Donc ces fonctions de décision, de programme, de diffusion, de rédaction seront propres à la chaîne. Ensuite, elle utilisera des moyens externalisés sur des fonctions transverses. C'est moins intéressant, mais sur la compta, sur la DRH, il y aura des synergies. Et puis, sur les fonctions éditoriales, il est clair qu'on bénéficie avec Loopsider d'un savoir-faire en matière de fabrication de contenu attirant des téléspectateurs de la jeune génération. On va utiliser Loopsider. Donc, on produira, pour prendre l'exemple de l'émission de débat, on aura une maison de production qui fabriquera ce débat pour nous, mais il est probable que les sujets de la deuxième partie de l'émission, celle qui est consacrée au débat, qui sera sans doute autour d'un ou deux thèmes d'actualité, ces sujets seront fournis sous l'autorité de la direction de la rédaction par Loopsider. Voilà comment ça s'articule. Donc la décision rédactionnelle de programme est dans la chaîne, et cette chaîne est souveraine et indépendante. Mais elle va bénéficier de la multiplicité, de la diversité et de l'originalité surtout des ressources étendues. Une fois encore, on a 500 journalistes, des ressources étendues de CMI, éventuellement aussi d'ailleurs de maisons de production extérieures à CMI. On n'a pas de maison de production, donc ce n'est pas nous qui allons produire l'émission de débat. Outre la production de contenu frais, exclusif pour RealTV, Loopsider d'ores et déjà travaille avec Arte, par exemple, ou Public Sénat, en réutilisant des images de programmes existants pour en donner une écriture plus adaptée aux réseaux sociaux et ainsi aller chercher un public qui n'a pas forcément le réflexe d'aller regarder ces programmes sur la TNT. Et c'est ça que nous souhaitons faire pour RealTV, donner ce sens de l'écriture adapté au réseau à la portée du public. J'ajoute que sur le numérique, on l'a dit tout à l'heure, Aval a montré, on le fait d'ores et déjà pour les titres du groupe, Loopsider a un savoir-faire, compte tenu du fait que le numérique, maintenant, la part des vidéos est décisive sur le numérique, pas seulement, mais tout de même. Et Loopsider a un savoir-faire énorme en compréhension des audiences, des attentes et en fabrication des produits. On va outsourcer, entre guillemets, pardon pour l'anglicisme, externaliser, c'est pas plus joli en français, sur Loopsider, la production de ces contenus numériques, parce qu'il a un savoir-faire qu'on n'a pas. Mais il le fera conformément au cahier des charges. D'ailleurs, à Elle, j'ai ouï dire que ça donnait des occasions de débats nombreux entre Loopsider et Elle, en conformité à un cahier des charges défini par le décisionnaire de la chaîne. Merci. Hervé Gaucho.
Merci, Monsieur le Président. J'avais d'abord une question. En fait, c'est plus une précision dont j'ai besoin, parce qu'on a bien compris en ce qui concerne la grille de programme que la première diffusion représentera 35% du temps de l'antenne. Que vous êtes également, vous n'avez pas pris d'engagement sur les inédits, mais que vous êtes OK pour en discuter, hein, j'ai bien compris. Alors, en fait, j'y vois pas beaucoup plus clair, parce que je pense que c'est sur la notion de rediffusion que je souhaiterais qu'on s'entende. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est au sens de l'ARCOM, c'est-à-dire on parle de la rediffusion des contenus au-delà de 30 jours, ou est-ce que c'est tout le type de rediffusion? En fait, ma question, elle est d'ordre qualitatif dans l'intérêt du public, sur ce qu'on verra véritablement à l'antenne sur une journée. Donc il y a la part de frais, si j'ose dire, ça c'est clairement identifié. Mais par exemple, si on prend l'émission Lumière, elle va être diffusée là pour le coup 3 fois, dont une fois en première diff en l'espace de 24 heures, ce qui représente 6 heures de lumière sur 24 heures. Enfin, si j'ose dire. Mais pour le coup, j'y vois pas beaucoup plus clair sur les autres contenus. Quelle est la part de contenu qui aura été diffusé la veille, qu'on reverra le lendemain, ou qui aura été diffusé 2 mois avant ou 6 mois avant et qu'on reverra le jour même? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, qui n'a rien à voir avec la première, la société candidate, en l'occurrence, est détenue par une société de droit tchèque, qui est directement ou indirectement elle-même détenue par des sociétés également de droit tchèque. Vous savez qu'il y a des conditions qui sont fixées à l'article 40 de la loi de 86. Je voulais avoir confirmation que la société candidate répond pleinement à l'ensemble de ces conditions. Merci. Sur les rediffusions, je vais laisser Caroline répondre. Ce qui est certain, c'est que sur 18-23 heures, il y aura 100% de programmes frais pendant la semaine. Ça, c'est clair et net. Et c'est vrai, comme c'est 100% de programmes frais, c'est vrai ipso facto des catégories dont la programmation est constituée. Donc, il y aura 100% de documentaires frais ou 100% de flux frais. 100%, pas 100%, un peu moins sur les flux. Donc 100%. La rediffusion... alors, peut-être que Caroline va répondre sur les modalités de la rediffusion. Oui, la première fois en frais, ce sera donc de 19h à 23h. Enfin, oui, pardonnez-moi. Exactement de 19h à 21h. Il faut savoir que, évidemment, elle sera rediffusée à la fois le soir très tard et le lendemain à l'heure du déjeuner à peu près. Mais ce ne sont pas les mêmes publics qui sont devant la télévision, et que ça nous permet aussi de toucher des publics qui n'étaient pas touchés par la première diffusion, et que par essence, un programme de flux, une fois qu'il a été diffusé au moment où il parle d'actualité, et qu'on ne va pas le rediffuser dans 30 jours. Ça n'aurait aucun sens. Donc en arrivant sur 3 moments différents de la journée, ça nous permet d'aller toucher tous les publics. Ça c'est très clair, effectivement. En fait, je parlais de tout le reste, en fait. Quelle va être, en gros, la rotation de rediffusion de tous les autres programmes, en fait? À peu près sur le même modèle, c'est-à-dire qu'il y aura la première diffusion sera en frais, tous les jours, entre 18h et 23h, que du programme frais. Et puis, pour ce qui est par programme, il y aura 84%, je crois, sur le magazine. Il y aura, selon les programmes, une autre rediffusion, mais en général, c'est 2 rediffusions par programme. Oui, enfin, je l'espère. La société actionnaire répond aux exigences de la loi s'agissant de la détention du capital d'une société de télévision. On espère que vous espérez un petit peu plus. Oui, la loi. Sur l'actionnariat, ça sera un actionnariat exclusif Daniel Kretinsky, ou vous envisagez d'autres scénarios? À court terme, aujourd'hui, ce serait un actionnariat exclusif. Si demain, mais de toute façon, à supposer que une fois encore, que vous nous ayez fait l'honneur de nous retenir, si d'aventure nous avions envisagé d'élargir ce partenariat, de faire rentrer des gens qui nous apporteraient des programmes, on reviendrait vers vous pour éventuellement... Mais en tout cas, ce sera de toute façon toujours une entreprise sous contrôle de notre actionnaire. Ça, c'est clair.
La seule configuration dans laquelle on pourrait éventuellement élargir le capital, c'est si c'était une condition sine qua non pour un partenariat utile à la chaîne. Vous avez évoqué le plan d'affaires. Quel est son degré d'engagement dans le soutien financier? Bon, il y a des hypothèses de départ, mais la pente est rude parfois, surtout quand on crée quelque chose de nouveau. Et c'est bien évidemment un élément de décision important pour le régulateur. Notre actionnaire est parfaitement engagé. D'ailleurs, il l'a montré en étant indirectement présent lors de cette séance. Il a parfaitement conscience du fait que même si nous sommes des gestionnaires rigoureux et que nous espérons tenir notre plan d'affaires, ce que nous faisons en règle générale, et on a pu le lui démontrer depuis 6 ans qu'il travaille avec nous, il est tout à fait conscient que les choses peuvent ne pas se dérouler exactement comme on l'a prévu au moment où le plan a été déterminé. Et je pense qu'il n'y a aucun problème, je ne pense pas, je suis certain qu'il n'a aucun problème d'abord, il n'a aucun problème financier à soutenir un écart sur ce plan d'affaires. Et par ailleurs, il est engagé, donc il n'a pas de problème du tout. On a pu observer dans d'autres circonstances, il se trouve qu'il a aidé d'autres titres de presse qui ne sont pas membres du groupe et qui ont connu des aléas de business plan, et il a répondu présent. Je redis, ça n'est pas. Je sais que j'ai un scrupule à dire ça parce que ce sont des sommes, 32 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et si c'est 10 de plus, c'est encore plus. Mais à l'aune de son groupe et de sa capacité d'investissement annuel liée d'une part à ses moyens propres et d'autre part à ses leviers d'endettement, c'est très peu de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas regardant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas exigeant, ce sont des gestionnaires très rigoureux, mais c'est vrai que il y a aucun risque de défaillance de notre actionnaire, ça c'est certain. Vous avez indiqué que le projet serait porté par une filiale du groupe. J'ai bien noté que vous n'en seriez pas le président. Qui va diriger la chaîne ? On a des idées, mais évidemment, on ne peut pas les rendre publiques, sauf à trahir des gens qui sont déjà occupés. Sachez que ce seront des professionnels aguerris, expérimentés de l'information, de la télévision, pardon, et qui partagent nos valeurs. Donc, le président sera sans doute plus, comment dirais-je, aura une longue expérience de la télévision, et le directeur général sera plus récent dans l'univers, mais enfin, tous les deux seraient très expérimentés et sont des gens du métier. Et quelle est votre capacité à lancer la chaîne au temps T? Parce que vous n'évoquez pas de montée en charge dans votre dossier de candidature, donc vous êtes prêt à déployer la grille telle que vous nous l'avez exposée. Je partage avec Caroline le souvenir de chaînes que nous avons montées dans des délais records, 2 mois, si mes souvenirs sont bons. Oui, pour certaines, oui. Ça n'était pas exactement le même format, mais donc on est tout à fait entre le fait que nous aurons des moyens propres et le fait que nous utiliserons des moyens extérieurs. On n'a aucun doute sur notre capacité à être au rendez-vous à l'heure. Vous avez déjà des idées sur la logistique, l'implantation, studio éventuel, enfin tout ce qui. Alors d'abord, on bénéficie si d'aventure on avait un sujet. On bénéficie des installations de Loopsider. Il se trouve qu'on a dans le groupe une entreprise qui fabrique des programmes audiovisuels, même s'ils sont courts et destinés aux réseaux sociaux, c'est quand même les mêmes techniques. Donc on pourra utiliser ces moyens, et puis on est en train de réfléchir à nos implantations. Mais enfin, on a regardé ça avec les équipes techniques avec lesquelles on a travaillé sur le dossier, on n'a aucun sujet d'inquiétude sur notre capacité à être au rendez-vous. Vous raisonnez sur un effectif de combien à peu près? Entre 17 au début et 21 en fin de course. Mais j'ajoute un élément que j'ai peut-être pas eu l'occasion de dire lors de nos échanges. On a fabriqué un modèle d'affaires qui est sérieux, rigoureux, précis et qui nous évite de perdre de l'argent, ce qu'on n'aime pas faire. Mais par ailleurs, on est aussi capable d'augmenter les moyens
d'augmenter les dépenses, d'augmenter les achats si d'aventure la chaîne le nécessitait ou si l'audience nous l'imposait. Si nous allons au-delà de nos perspectives et que nous devons fournir des contenus, nous le ferons. Juste une petite précision sur une des questions de Benoît Loutrel, l'articulation avec le Télégramme, puisque M. Coudurier est avec nous. Donc on a des liens amicaux avec le Télégramme et avec Hubert en particulier, qui est membre de notre conseil d'administration et qui nous est très utile par son regard implanté hors de Paris sur les informations et les sujets que nous traitons dans le groupe de médias. Mais au-delà de ça, nous envisageons au minimum de faire une émission commune avec le Télégramme, une émission qui d'ailleurs, je m'avance un peu, mais qui d'ailleurs pourrait être non seulement faite avec le Télégramme, mais faite avec d'autres titres de la PQR avec lesquels le Télégramme est lié, notamment dans l'audiovisuel. Donc ça, c'est la base minimum. Nous envisageons, deuxième point, une présence du Télégramme et d'autres titres de la PQR parmi les chroniqueurs ou les intervenants de l'émission de débat quotidienne, et la fabrication, le cas échéant, entre le Télégramme et l'Oopsider de sujets qui alimenteraient cette émission de débat, et plus si affinité. Merci. Juliette Théry. Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, donc je pense que j'ai eu ma dose d'information, donc merci pour ça. J'en ai peut-être une sur le format de votre chaîne. Vous dites que c'est une généraliste, mais vous présentez quand même beaucoup de documentaires. Et donc, pour quelles raisons vous ne faites pas carrément une chaîne thématique, comme vous avez d'ailleurs pu faire donc dans vos vies antérieures? Et l'autre question, vous avez aussi évoqué donc les choix, l'offre des services concurrents, justement sur le documentaire, en disant finalement c'est un créneau qui existe peu. Il existe quand même néanmoins. Il y a RMC Story, il y a RMC Découverte, il y a les programmes documentaires de France 5. Et en quoi vous constituez un plus? Parce que nous, évidemment, dans notre choix, il y a la question du pluralisme externe qui se pose et qui est au cœur de notre sélection. Merci. Alors, en effet, c'est une chaîne généraliste dont, comme l'a dit Caroline, dont le documentaire est la colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que nous pensons, compte tenu de notre vision, enfin notre projet, qui est de réconcilier les Français avec le réel. On a mis un S à réel parce que, pour montrer qu'il avait plusieurs facettes, mais de réconcilier les Français avec le réel, en termes de programme, les documentaires sont une source extrêmement puissante de ce point de vue. Donc c'est pour ça que le documentaire plus le débat font la colonne vertébrale de cette chaîne. La spécificité, nous semble-t-il, la nôtre, en tout cas notre projet, c'est de ne pas traiter une thématique du documentaire, mais précisément parce que nous pensons qu'il faut attraper le réel avec un S, c'est de traiter 5 thématiques. La science, l'histoire et la géopolitique, la culture, la société, etc. Donc 5 thématiques, donc de balayer l'ensemble du champ du réel à travers les documentaires. Deuxièmement, c'est une certaine exigence en matière de documentaire. C'est vrai qu'il y a des... vous me mettez dans une situation difficile parce que je n'ai pas envie de dire du mal des concurrents qui font de très bonnes télévisions. Mais ils font un type de documentaire, ceux que vous avez cités, qui ne sont pas exactement ceux que nous allons faire. On ne va pas faire des documentaires américains. On va traiter, Caroline l'a dit, du Proche-Orient, de la fin de vie, de l'intelligence artificielle, enfin que sais-je. Donc on a un axe documentaire populaire de qualité qui, balayant toutes les thématiques, qui nous paraît différenciant. Donc pour répondre à votre question, dès le départ, on a pensé à ça, parce que ça nous paraît différenciant, parce que cette offre-là n'existe pas, et puis parce que ça nous paraît conforme à notre projet qui est de faire progresser l'esprit public, la compréhension du réel dans sa complexité, et pas de créer, et pas d'alimenter le populisme. Raphaël ? Juste un mot là-dessus. Est-ce que c'est être thématique que d'être rationnel ? C'est une chaîne passionnément rationnelle, attachée au principe de raison. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est ni démagogique, ni délirant, ni complotiste, ni haineux, ni tout ce qu'on voudra, mais c'est une chaîne qui se donne la raison comme ligne de force et comme credo. Alors voilà.
On va pas faire de moteur et mécanique. On va pas faire. C'est pas ça qu'on va faire. Vous mentionnez dans votre projet la possibilité d'avoir un programme d'information. Et comment est-ce que vous est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous en avez discuté? Et ce serait selon quel calendrier? Parce que du coup, c'est vrai, ce qu'on appelle généraliste, en fait, c'est quand il y a du sport, de l'information, du documentaire, enfin, disons, une variété de programmes. On ne discute pas le fait que vous êtes rationnel. C'est réel, on l'avait bien compris au sens propre, pas une autre réalité. Donc, merci. Oui, ça avait fait l'objet d'un débat, parce que Raphaël n'était pas du tout content à l'idée qu'il puisse y avoir plusieurs réalités parallèles. Il disait, mais vous êtes complotiste. Non, c'est pas ça qu'on voulait dire, c'est pour ça que je le précisais. On est une mini-généraliste, en fait, pour utiliser une expression qui est peut-être inadéquate. Donc, on n'a pas l'ensemble du spectre des généralistes. On ne fait pas de sport, par exemple, on le traitera, mais peut-être à travers... Ni de journaux télévisés. Non, Pardon ? Ni de journaux télévisés. Alors, on ne fait pas de journaux télévisés, on fera de l'information. Il est d'une certaine manière, on fera de l'information. On ne l'a pas prévu pour l'instant. On fera de l'information à travers les sujets qui seront l'objet du débat de l'émission d'accueil. C'est à partir de sujets que le débat se nourra. Donc, ce sera notre dimension d'information. Laurence Péco-Rivolier. Oui, merci. 2 questions. Est-ce qu'éventuellement, vous envisagez des programmes jeunes publics, jeunes adolescents, jeunes adultes? Oui, alors dans le programme Culturama, l'idée c'était aussi d'avoir une assemblée de jeunes gens qui vont pouvoir poser des questions à la fois aux auteurs et aux invités, à l'instar de ce qu'on faisait pour le Goncourt des lycéens, par exemple. Donc c'est plutôt des post-adolescents à partir de 15-16 ans, mais aucun de nos programmes ne sera inaccessible aux enfants. C'est-à-dire que nous sommes à 100% accessibles à toute la population, même si ce n'est pas forcément ce qu'ils regarderont en premier. Et sur l'aspect éducation aux médias, bien évidemment, nous viserons en premier chef les adolescents pour, encore une fois, les aider sur le chemin de l'éclairage, de la réflexion. On a l'ambition, notamment grâce à l'Oopsider, à son savoir-faire, on a l'ambition à la fois de détection des tendances de discussion de l'opinion et de fabrication des contenus, et de promotion à travers le site. On a l'ambition d'attirer vers nous un public jeune qui ne s'intéresse pas nécessairement au débat qui nous intéresse nous, et on pense qu'on peut l'y intéresser. De manière générale, on pense, ça c'est le socle de notre proposition, on pense qu'il y a un gros pourcentage de la population qui n'est pas satisfait, contrairement à ce qu'on croit, de la nature des débats et de l'offre qu'on leur propose aujourd'hui, ou de la tendance, et que dans cette catégorie, il y a aussi des jeunes. Et on pense que notre offre est capable... On en a fait l'expérience. C'est pour ça aussi qu'on a fait Franc-Tireur, qui est d'une autre catégorie. C'est pour ça qu'on s'intéresse à l'opinion. On pense qu'il y a un segment de marché qu'on peut élargir encore, de gens qui ont envie de ça et qui ne trouvent pas satisfaction de leur goût sur la télévision aujourd'hui. Si j'osais, la télévision est morte, mais vive la télévision, on peut vraiment la réinventer, s'adapter aux usages aujourd'hui et cesser cette passivité que peuvent avoir les spectateurs aujourd'hui et les faire monter dans le train qu'on lancerait avec eux. Alors j'ai scrupule. Pardon, allez-y. Non, pardon. Oui, je précisais aussi que même dans les documentaires, il y a toute une nouvelle génération de réalisatrices et de réalisateurs de documentaires qui, eux, sont totalement aguerris aux nouveaux outils du numérique et qui font des documentaires quelquefois de 52 minutes, souvent d'ailleurs, qui sont diffusés sur des plateformes, mais qui savent saisir le réel comme personne, qui vont en famille, qui vont dans les écoles, qui savent percevoir ce qui est transmissible aujourd'hui par leur prisme. Oui. Bénédicte. J'avais juste une toute petite question, très matérialiste, je reviens au plan d'affaires. Sur la publicité, ce qui nous a un peu étonné en regardant votre plan d'affaires, c'est qu'il est prévu 390 heures annuelles de publicité seulement. Alors que, évidemment, la publicité est quand même le financeur premier du projet que vous présentez. Voilà, on avait... Petite interrogation. Parce qu'il y a une grosse partie de la publicité, est-ce que j'ai le chiffre avec moi, je dois l'avoir. Il y a une partie de la publicité. Alors bien sûr, il y a 26 millions d'euros, je dis ça de mémoire, 26 millions d'euros en dernière année
de chiffre d'affaires qui est de la publicité traditionnelle. Mais une partie, près d'1 million d'euros, c'est du digital. Et on pense, oui, que les 380 heures, 380, c'est ça 390. 390 heures nous permettent, en tout cas, c'est ce qu'a expliqué. Je dois dire que je lève le pouce. C'est Camille Burnier qui connaît parfaitement bien les régies télévisées, qui a travaillé, je vous l'ai dit, pendant 10 ans chez les pôles des chaînes thématiques du groupe Lagardère, qui a travaillé avec nous cette partie publicitaire. Donc, je lui fais confiance. Bénédicte Lesage. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à votre engagement fort sur le documentaire et sur, si j'ai bien compris, un documentaire différent, des formes différentes, vous proposez entre autres de vous intéresser à des documentaires européens, c'est-à-dire des documentaires que vous allez acheter, ou est-ce que c'est des documentaires que vous allez produire, et est-ce que vous seriez prêt à prendre, parce que justement vous indiquez que vous n'allez pas sur les chemins de documentaires, reportages policiers, etc. Est-ce que vous seriez prêt à prendre des engagements sur vos investissements dans le documentaire, dans des documentaires français et européens, avec une spécificité européenne qui serait une différenciation par rapport à d'autres offres documentaires? J'ai dit tout à l'heure que nous avions pris à ce stade un engagement global, purement légal, des 12,5% de chiffre d'affaires, mais je suis tout à fait prêt à ce qu'on examine dans la discussion contradictoire que nous aurions, conditionnelle, bon, j'aimerais qu'il soit un futur, mais et donc on est tout à fait prêt à discuter avec vous et à préciser ces engagements, à les rendre plus détaillés, y compris sous des sous-catégories, notamment sur celle documentaire. Donc on pense aujourd'hui qu'on sera au-dessus, d'ores et déjà, des 12,5% prévus par la loi, mais on est prêt à les détailler avec vous, à les augmenter, à les détailler par catégorie, y compris notamment sur le documentaire français et européen. Alors, une toute dernière question. Une toute dernière mini-question sur le documentaire. Parce que j'ai besoin d'être rassuré sur un point, parce que le volume horaire de documentaires, notamment en après-midi, il est très important. Sur le volet, je vais dire rediffusion. Et en même temps, vous dites que sur les 5 piliers, les chaînes existantes, elles ne font pas suffisamment le job sur ces piliers-là. Donc je voudrais juste 2 choses. Un, est-ce que vous êtes malgré tout assuré, dans une vision volontariste, que vous pourrez alimenter ces cases de rediffusion documentaire au regard, malgré tout, de l'offre du documentaire des autres? Et deuxièmement, est-ce que du coup, vous ne considérez pas que la question de peut-être de faire monter encore plus vite en puissance la politique d'inédit se pose encore plus? Merci. D'abord, on pense aujourd'hui, au regard des volumes de production documentaire annuelle français, européen et extra-européen, que oui, on est capable de sourcer, en tout cas les discussions qu'on a eues nous laissent à penser qu'on est capable de fournir le volume de production qu'on a prévu. Mais deuxièmement, l'une des raisons pour lesquelles je suis tout à fait partisan d'améliorer avec nous notre offre, notamment sur nos engagements, c'est parce que je pense comme vous. C'est d'abord bien sûr pour vous faire plaisir, mais c'est aussi parce que je pense comme vous qu'il va falloir très certainement que nous contribuions. Nous le ferons quand je vois la part des achats et investissements que nous avons prévus, elle est très importante, mais que nous contribuions nous aussi à soutenir le secteur. Ça me paraît évident. Denis Rapone, la dernière des dernières. La vraie dernière question. C'est normal, c'est le doyen du collège. Oui, dans le dossier, vous évoquez donc l'éducation aux médias, à l'information. Nous, dans une conception encore plus large, on pense qu'il y a l'éducation à la citoyenneté ou à la responsabilité numérique aussi, donc à pouvoir impulser. Et vous évoquez à ce propos, dans le dossier, donc la manière dont vous envisagez des collaborations avec le service public audiovisuel.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez déjà pris des contacts avec eux? Est-ce que vous avez songé également à un partenariat avec le CLIMI, qui est un centre qui est plus particulièrement avec un lien assez fort avec le ministère de l'Éducation, c'est pas l'acteur unique, mais un acteur assez pivot de cette éducation. Voilà, comment ça se traduit? Vous avez 15 secondes. Bon, alors, 40 secondes, la réponse est oui. La réponse est oui et non. Oui, on envisage de faire ça, notamment avec l'organisme que vous avez évoqué. Non, on ne l'a pas fait encore, tout simplement parce qu'on n'a pris aucun contact par superstition avec qui que ce soit en attendant d'avoir votre réponse. Mais à la seconde où votre réponse est rendue, si elle est positive, on prendra contact avec eux. Évidemment, on va utiliser leur savoir-faire pour développer l'éducation aux médias et plus généralement la citoyenneté. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. L'audition est terminée. Merci à vous. Merci.